Made It. Saison 4, la preuve par l'enquête. Pour défendre les droits humains, il faut commencer par découvrir et démontrer des vérités que certains voudraient cacher. C'est l'une des missions d'Amnesty International, enquêter, alerter et agir. Vente d'armes françaises au Yémen, vidéosurveillance dans les rues de New York ou la tristement célèbre prison de Sadnaya en Syrie, dans cette saison, on embarque aux côtés de ces enquêteurs et enquêtrices qui luttent contre l'impunité et dont le travail est digne des plus grands polars. Un voyage au cœur de l'investigation. Terminus, la Syrie. Épisode 3, Syrie. Le système de Sadnaya. Souvenez-vous, en 2011, le peuple syrien se soulève pour réclamer plus d'égalité et plus de liberté. Les manifestations sont réprimées dans le sang et le régime entreprend une chasse aux opposants d'une ampleur colossale. Une stratégie coordonnée d'arrestation, de disparition massive, de torture et d'exécution est mise en place. Depuis, on estime que 100 000 personnes auraient disparu dans les centres de détention syriens. Ce sont les preuves du caractère systématique de ce schéma qui permettent aujourd'hui de qualifier ces crimes de crimes contre l'humanité. C'est la première fois qu'un haut responsable du régime de Bachar al-Assad est condamné pour crime contre l'humanité. Anwar Raslan, 58 ans, ancien colonel de l'armée syrienne, a été condamné à la prison à vie par un tribunal allemand à Koblenz, dans l'ouest du pays. Le verdict de ce procès est historique. Une victoire pour les familles des victimes syriennes et, au-delà, pour la lutte contre l'impunité. Pour la première fois, les photos de l'affaire César étaient montrées à un tribunal et pour la première fois, des survivants des geôles du régime de Bachar al-Assad passaient à la barre pour délivrer leurs témoignages. D'ailleurs, les 9 et 10 septembre 2020, des témoins racontaient l'enfer de la prison de Sadnaya. Des déclarations qui correspondent en tout point à l'enquête d'Amnesty International intitulée « Abattoir humain, pendaison de masse et extermination à la prison de Sadnaya », dont je vais vous raconter l'histoire. Dans les pas de l'affaire César. Août 2013. Depuis 2 ans, un photographe de la police militaire de Damas archive des dizaines de milliers de photos de cadavres qu'il a prises dans les prisons syriennes. Il réussit à prendre la fuite en exfiltrant avec lui le précieux disque dur sur lequel se trouvent toutes les images des corps meurtris. Jeanne Sulzer, responsable de la commission Justice internationale à Amnesty International. L'affaire César, ou le rapport César, il est extraordinaire dans la mesure où il s'agit d'une personne qui a pu prendre la fuite en 2013, de façon protégée. César, c'est évidemment un nom de code. Une ou plusieurs personnes qui a, pendant des années, qui étaient au sein du régime, qui étaient photographes, qui a pris des photos, à qui on a demandé de prendre des photos des détenus décédés. Et pas uniquement des détenus, des personnes après leur décès. Et donc il a compilé ces photos, il a réussi à sortir et il a été accompagné par des avocats et par un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, il est en protection quelque part. Il a documenté 55 000 photos de personnes, de Syriens, dont au moins 10 000 photos de détenus qui sont morts en détention. Tonight, an exclusive new report alleging systematic torture and killing of prisoners by the Assad regime as peace talks on Syria's civil war hang in the balance. En janvier 2014, CNN et le Guardian révèlent l'existence de l'affaire César au monde entier. C'est vraiment une onde de choc documentaire, un courage extraordinaire et qui aide en fait toutes les victimes aujourd'hui à démontrer la situation des centres de détention en Syrie. Dans ce contexte, Amnesty International s'intéresse à la prison de Sadnaya, située à 30 km au nord de Damas, où des milliers de Syriens sont incarcérés depuis les manifestations du printemps 2011. Philippe Luther, directeur de recherche et des actions de plaidoyer à Amnesty International. On a commencé à se rendre compte qu'il y avait peut-être quelque chose de particulièrement sinistre qui se passait à Sadnaya. Sadnaya, c'est une prison militaire notoire. Et beaucoup de gens nous ont dit que peut-être des milliers de détenus politiques étaient détenus là-bas, mais on avait du mal à trouver des anciens détenus.
trouver les ex-détenus de Sadnaya. On a commencé à essayer de localiser des anciens détenus qui pourraient constater par ses propres yeux la vie dans les prisons. Et ça a pris des semaines de recherche allant d'un village à un autre au sud de la Turquie. Pour son enquête, Amnesty International compose une équipe restreinte. Elle est constituée de chercheurs et chercheuses spécialisés sur la Syrie, formés pour travailler dans des environnements hostiles. Comme les autorités n'autorisent pas les entrées en Syrie, l'équipe de recherche est obligée de travailler depuis la Turquie. Le travail de documentation, il est essentiel en fait pour une organisation comme Amnesty International. En fait, c'est le cœur de son travail, c'est de documenter pour pouvoir dénoncer. Amnesty, c'est une organisation qui est basée sur une rigueur de documentation, d'analyse. C'est cette rigueur-là qui permet aussi à Amnesty d'être entendu, d'être considéré comme impartial, d'avoir un poids. Donc c'est parce que le travail de documentation est extrêmement rigoureux, analytique, qui permet ensuite d'asseoir un travail de plaidoyer. Il y a toujours une recherche derrière un travail d'Amnesty, donc c'est essentiel en fait, c'est le cœur du travail d'Amnesty. L'équipe de recherche va d'abord s'efforcer de trouver des anciens détenus de la prison de Sadnaya en activant son réseau de contacts. Les associations humanitaires syriennes, les organisations syriennes des droits humains et les organisations humanitaires internationales en relation avec la population syrienne. Un premier rescapé de Sadnaya entre en contact avec l'équipe d'Amnesty International, puis un second. Et de fil en aiguille, ces anciens détenus permettent de faire avancer l'enquête en donnant toujours plus de nouveaux noms. C'était difficile, c'était un processus très long. Souvent, on a dû convaincre un intermédiaire, peut-être un ami, un cousin, de nous mettre en contact avec l'ancien détenu. Ça a mis du temps pour instaurer la confiance. Ils ont compris à la fin qu'on voulait réellement comprendre leur histoire et comprendre exactement comment eux, ils voulaient le partager. Et donc, petit à petit, pendant des semaines et des mois, on a créé, disons, un effet boule de neige. Un témoignage en particulier va vraiment lancer l'enquête. Témoignage anonyme, Hamid, ancien militaire détenu à Sadnaya. En collant l'oreille contre le sol, on pouvait entendre un bruit, comme une sorte de gargouillement. Cela durait environ 10 minutes. Nous dormions au-dessus de personnes en train de mourir étouffées. Le bâtiment rouge. On a eu un entretien avec quelqu'un qui était un ancien militaire détenu à Sadnaya, dans le bâtiment blanc. La plupart des détenus que nous avons interrogés, qui étaient détenus dans un autre bâtiment, le bâtiment rouge. Et ce militaire nous a donné une information tout à fait frappante. Il a dit que dans son bâtiment, il y avait une procédure les lundis où des détenus de l'autre bâtiment étaient transférés à son bâtiment, tués, pendus dans le sous-sol de le bâtiment. L'enquête permet de reconstituer le fonctionnement de la prison. L'équipe dispose d'une seule image satellite de celle-ci, mais comprend que Sadnaya est divisé en 2 centres de détention. Un bâtiment blanc en forme de L, qui renferme principalement des officiers et des soldats de l'armée syrienne arrêtés depuis 2011, et un bâtiment rouge formé de 3 branches qui renferment principalement des civils. Ce sont des détenus qui venaient de presque tous les secteurs de la société syrienne, des manifestants, des dissidents politiques, des défenseurs des droits humains, des journalistes, des médecins, des étudiants. Témoignage anonyme, Nader, homme d'affaires de Damas, détenu à Sadnaya. De 10h du matin à midi ou de 11h à 13h, on entendait des cris et des hurlements qui venaient d'en bas. Ces gens hurlaient comme s'ils étaient devenus fous. Ce n'était pas un son normal, ce n'était pas un cri ordinaire. On aurait dit qu'ils les écorchaient vifs. Quand les détenus arrivent à la prison de Sadnaya, il y a quelque chose qui s'appelle la fête de bienvenue. Ils sont obligés à se mettre sur le sol et les gardiens, à partir de là, les passent à tabac d'une manière extrême.
Au fil des entretiens, les enquêteurs et enquêtrices s'orientent vers une piste de plus en plus terrifiante. Les responsables de la prison mettent en place un système intégral de déshumanisation à une échelle industrielle. À Saydnaya, chaque étape est pensée pour dégrader et détruire les prisonniers. Par exemple, lorsqu'ils sont regroupés dans leurs cellules surpeuplées, ils doivent nommer un chef de cellule qui choisit chaque jour ceux d'entre eux qui seront torturés. S'il ne le fait pas, c'est lui qui sera torturé. Les gardiens utilisent des barres en fer ou en plastique pour frapper régulièrement les prisonniers et ils inventent leurs propres techniques de torture qui deviennent la marque de fabrique de la prison. À Saydnaya, comme dans d'autres prisons en Syrie, il y en a qui sont devenus tellement répandus qu'ils ont leur propre surnom. Par exemple, le pneu, c'est une méthode de la torture où la victime est mise dans le pneu d'un véhicule, normalement avec le main ligotée derrière le dos. Une autre forme de torture, c'est le tapis roulant. On l'appelle parce que la victime est attachée normalement à une planche pliable en bois ou en métal. Quand on plie la planche, ça provoque une douleur intense dans le bas du dos. Dans cette position, la victime est tabassée et parfois soumise à des chocs électriques. On a vu aussi des témoignages de situations où les gardiens et les détenus par la force et avaient versé de l'eau froide sur les détenus, aussi bien que sur le vêtement et sur la couverture, et ça en hiver. Et aussi, ils étaient régulièrement privés de nourriture et de l'eau. Un des détenus nous a dit que nos t-shirts sont devenus tellement grands qu'on était comme des enfants portant les vêtements de leur père, tellement ils avaient privé de la nourriture pendant la période de détention. Témoignage anonyme. Ziyad, expert informatique de Homs, détenu à Saydnaya. Bien sûr, le procès n'était pas équitable du tout. La justice et l'équité étaient absentes de la procédure. Vous avez les yeux bandés, vous êtes menottés, donc vous ne savez pas qui est le juge, ni ce que vous avez signé. Évidemment que ce n'est pas de la justice. Les lundis et mercredis soirs, des prisonniers se font sortir de leurs cellules les yeux bandés et les poings menottés. On leur fait croire qu'ils vont être transférés dans une prison civile, mais en réalité, les gardiens les emmènent dans le sous-sol du bâtiment rouge, où ils sont roués de coups. Ils sont ensuite assignés à comparaître immédiatement devant ce que les autorités appellent, j'ouvre les guillemets, un tribunal militaire opérationnel. On leur débande les yeux. Donc on a parlé avec des juges, des avocats qui ont travaillé dans ce système militaire, aussi bien que des détenus qui ont passé par ce genre de procès. Et tout le monde était d'accord sur le fait que ces procès duraient entre 1 et 3 minutes. Les détenus n'avaient pas accès à un avocat. Il n'avait pas d'informations sur la condamnation à la fin du processus. Et ceux condamnés à mort à travers ces procès ne savaient qu'ils ont été condamnés à mort que quelques minutes avant d'être pendus. Le juge utilisait les aveux extraits sous la torture pour condamner le détenu. Sans connaître le verdict, les prisonniers sortent de la salle d'audience. Ils ont à nouveau les yeux bandés et on les amène jusqu'à leur lieu d'exécution. Témoignage anonyme. Ancien gardien de la prison de Saydnaya. On aligne les détenus. Ils se déplacent comme un train. On les rassemble tous de cette manière pour les emmener dans une salle en bas. Ils n'ont pas le droit de s'asseoir. C'est là qu'on commence à leur crier dessus, à les rouer de coups. On sait déjà qu'ils vont mourir de toute façon. Donc, on peut leur faire ce qu'on veut. Il y avait entre 20 et 50 personnes pendues à la fois. Et ce processus était supervisé par un groupe composé de
d'officiers de l'armée, des responsables de la prison et des médecins. Et ensuite, les cadavres de ces victimes étaient transférés par camion et donc amenés à des fosses communes. La famille n'était pas informée de leur sort. L'enquête d'Amnesty International conclut que la prison n'est pas seulement un centre de torture, c'est aussi un lieu d'exécution collective selon un processus défini. Entre 2011 et 2015, jusqu'à 13 000 personnes ont été sorties de leurs cellules dans la nuit et pendues en secret à Saydnaya. Pourtant, de son côté, le gouvernement syrien nie l'arrestation même de ces personnes. Mais quand des individus sont enlevés par les autorités et que celles-ci dissimulent le sort qui leur est réservé, on parle en droit international de disparition forcée. Et il s'agit là d'un crime défini et interdit par un traité international ratifié en 2006. C'est l'idée d'un crime qui est considéré comme continu. Il exige en fait qu'il y ait la disparition d'une personne, en général par un enlèvement, qui aurait été organisé soit par les services de l'État, soit par des services organisés dans un pays. Et à la suite de cet enlèvement, l'impossibilité pour les proches de savoir quel est le sort de cette personne. Jusqu'à ce qu'on sache si cette personne est décédée ou non, le crime continue. Donc la disparition forcée, c'est cette idée qu'il y a des personnes qui ont été enlevées, en général détenues, majoritairement torturées et le plus souvent malheureusement tuées, dont on ne connaît pas le sort et dont les autorités ne veulent pas donner d'informations sur le sort. La modélisation 3D de Saydnaya. Au printemps 2016, l'équipe de recherche d'Amnesty International dispose de plusieurs témoignages qui permettent d'arriver à des conclusions définitives, mais impossible encore de décrire l'intérieur de la prison. Les détenus racontent qu'ils sont maintenus dans le noir jour et nuit. Chaque détenu avait un sens partiel, fragmenté de la prison. Et on savait que si nous, on ne pouvait pas visualiser l'intérieur de la prison, ça serait difficile à décrire à d'autres. Amnesty International prend alors contact avec Forensic Architecture, un cabinet qui enquête sur les violations des droits humains grâce à des technologies d'analyse spatiale et architecturale pour des modélisations numériques. La seule image satellite existante de la prison permet ainsi de créer un plan du lieu en 3 dimensions. Pour le remplir, ils utilisent des outils de modélisation acoustique en compilant les souvenirs des anciens détenus. Saydnaya est alors entièrement reconstituée sur la seule base de témoignages sonores. Cris de torture, bruit de corps qu'on frappe, claquements de portes des cellules, pas des gardiens, écho du vent, tintement du bol de nourriture sur le sol, sanglots, hurlements de détresse, prières murmurées dans le noir, estimation des distances, tout est utile pour modéliser la prison. Un des détenus nous a dit qu'il savait exactement les dimensions de sa cellule parce que un de ses compagnons de cellule était un carreleur. Et donc, il reconnaissait les dimensions de chaque carreau du sol de cette cellule. Donc, ça nous a aidé dans ce qui concerne les dimensions. Grâce au témoignage, Forensic Architecture reconstitue les couloirs, déduit le nombre de cellules, la position des câbles électriques, la localisation des salles de torture, l'emplacement des bancs, la disposition des pièces. Par exemple, un ancien détenu raconte qu'il est enfermé dans une cellule de 4 mètres carrés avec 9 autres prisonniers. Il y a tellement peu d'espace qu'il est impossible que tout le monde s'assoie en même temps. Témoignage anonyme. Hamid, ancien militaire détenu à Saydnaya. Le temps s'étire et on a tout le temps peur. On ne peut pas vraiment dormir la nuit parce qu'ils peuvent nous tuer n'importe quand. L'angoisse est présente 24 heures sur 24. Vérité et justice pour la Syrie. De décembre 2015 à décembre 2016, Amnesty International a entendu 84 personnes. 31 hommes détenus à Saydnaya entre 2011 et 2015, 4 anciens responsables ou gardiens de la prison, 3 anciens juges syriens, 3 médecins de l'hôpital militaire de Tishrin, 4 avocats syriens, 17 experts nationaux et internationaux de la détention en Syrie et 22 membres des familles de détenus à la prison de Saydnaya.
Le rapport d'Amnesty International sort le 6 février 2017. Le 10 février, dans une interview donnée à Yahoo News, Bachar al-Assad réfute officiellement les conclusions de l'enquête. On s'attendait à cette réaction et il a dit effectivement que notre rapport était de fake news, était de fausses nouvelles. Mais en même temps, on était content. Un journaliste lui avait brandi le rapport et l'a confronté avec les conclusions de notre rapport. Il y a des leaders responsables pour des violations massives ou flagrantes de droits humains ou des crimes de guerre qui utilisent comme une défense le fait qu'il n'avait pas de connaissance de la gravité des violations commises par ces subalternes. Bachar al-Assad, en ce qui concerne ses exécutions sommaires à Sednaïa, va jamais pouvoir dire « je ne savais pas ». Par ailleurs, la commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie utilise l'enquête d'Amnesty International sur Sednaïa dans ses conclusions et complète le rapport avec des recherches supplémentaires sur les meurtres et la torture dans d'autres prisons. Le rapport a aidé à donner une impression de la gravité des violations commises par le régime syrien. Et ça a aidé une partie de la communauté internationale, les gouvernements étrangers, à donner de sa volonté politique et son budget à des enquêtes qui continuent au niveau de l'ONU et même des mécanismes de justice. Car les victimes de Sednaïa et des prisons syriennes, qu'il s'agisse des familles des détenus ou des survivants, disposent de très peu de ressources pour faire appel à la justice. Les familles syriennes en Syrie, aujourd'hui, elles n'ont pas de possibilité de déposer de plainte et d'avoir justice en Syrie. Et donc elles vont, lorsque c'est possible, et lorsqu'elles auront un accès, grâce à Amnesty, mais aussi surtout grâce aux ONG, aux associations locales, elles vont s'organiser et puis ensuite être aidées par d'autres organisations qui ont plus de possibilités d'action, qui font de l'action judiciaire et qui vont les aider à porter leur voix. L'espoir judiciaire des victimes repose sur ce qu'on appelle la compétence universelle, un principe défini par le droit international. La compétence dite universelle, c'est le fait qu'un État ait l'obligation de demander à ses propres tribunaux de connaître de crimes commis à l'étranger, sur des étrangers, par des étrangers. Alors il n'y a pas de lien nécessairement de rattachement avec l'État en question. C'est cette idée de responsabilité partagée. La première responsabilité sont les États, là où les crimes sont commis, au plus près des victimes, qui doivent pouvoir poursuivre et enquêter. C'est uniquement parce qu'il y a une faillite et une défaillance de la part de ces États, et donc une situation d'impunité, que la compétence universelle entre en jeu. C'est au nom de cette compétence universelle que des responsables des services de sécurité syriens ont donc été jugés pour la première fois à Koblenz, en Allemagne, parce que c'est là qu'ils avaient été arrêtés. Le 13 janvier 2022, Anwar Raslan est ainsi reconnu coupable de crimes contre l'humanité et condamné à la prison à perpétuité, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de justice pour toutes les victimes. C'est un travail commun d'enquête entre un certain nombre de parquets, de procureurs, dans un certain nombre de pays, dont la Suède, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas. C'est essentiel et plus que symbolique, parce qu'il a une vraie responsabilité, mais c'était essentiel de montrer qu'il était possible de poursuivre en Allemagne, en tout cas à l'extérieur de la Syrie, et de démontrer la chaîne de commandement. En fait, à travers ce procès-là, c'est tout le système répressif syrien qui est illustré. Ça donne un espoir et puis ça représente aussi des milliers de personnes, de Syriens qui se disent « Ok, la peur change de camp, c'est possible de poursuivre ces personnes-là. Est-ce qu'il sera un jour possible de poursuivre plus haut ? C'est une autre question. Mais en tous les cas, il est possible de démontrer et surtout d'arrêter de nier que ces crimes-là ont été commis. » C'est tellement inimaginable en fait ce qui s'est passé dans les geôles syriennes, ou ce qui continue peut-être de se passer. C'est tellement difficile à décrire, tellement hors norme dans la cruauté, etc., que c'est important qu'il puisse y avoir des moments comme ce procès qui puissent dire oui, c'est comme ça que ça se passe dans les prisons et dans les geôles syriennes. L'enquête d'Amnesty International sur la prison de Sednaïa porte un espoir immense. Elle prouve aux yeux du monde que les détenus ont existé et qu'on ne les oublie pas. Le procès de Koblenz ouvre-t-il la voie à d'autres procès pour juger les crimes commis par le régime syrien ?
Combien de temps encore les familles des victimes syriennes vont-elles attendre que justice soit faite ? D'autres instructions sont en cours et l'avenir nous le dira. We Made It, un podcast d'Amnesty International, écrit et présenté par Tanguy Bloom, réalisation Lucille Ossel, musique originale Enfant Sauvage, production Christophe Paillet pour Sonic, le studio. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire et mettez des étoiles, un commentaire sur votre appli préférée.